Bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être avec vous ce soir pour un nouvel épisode de 85 chrono avec un programme, vous allez le voir, très riche. Alors sans plus attendre, je vous propose de découvrir le sommaire de cette émission. En rugby, les Sablés attendaient ce rendez-vous depuis le début de la saison. Défait au match aller, les Azurés Blancs n'avaient d'autre choix que de s'imposer par au moins 12 points d'écart face à Rivesaltes-Bachas. En jeu, une place en Fédéral 2 la saison prochaine. En rink hockey, la saison se poursuit. La Vendéenne cherche à renforcer sa deuxième place en championnat. Victoire exigée donc samedi soir pour les hommes de marque Salicru à l'Angelmière face à Noisy-le-Grand. Nous prendrons aussi la direction de Fontenay-le-Comte pour un événement assez insolite qui se tenait samedi. La piste de la Michetterie accueillait une manche des championnats de France de trottinette électrique. Et puis enfin, si vous aimez le karaté et l'Italie, restez bien jusqu'au bout. Nous irons à la rencontre du maître italien Alessandro Cardinale de passage ce week-end sur les tatamis vendéens. Voilà pour le programme de ce lundi 27 mai 2024. 85 chrono, c'est parti. Ce devait être l'aboutissement d'une saison quasi parfaite. Hier, dimanche après-midi, le RC Sablé avait rendez-vous devant son public de la rue de Lierre pour le 16e de finale retour de Fédéral 3. L'objectif était clair, remonter le retard accumulé au match aller et s'imposer par au moins 12 points d'écart face à Rivesaltes-Bachas. Au bout, un ticket direct pour la Fédéral 2 la saison prochaine. Après avoir concédé l'ouverture du score sur pénalité, les Sablés se mettent vite en ordre de marche. 4e minute, premier essai signé Manuel Boutet et transformé par Hébert. Nouvelle pénalité convertie de Rivesaltes. Les Sables enchaînent avec un deuxième essai conclu par Fata Fayet transformé. 14-6 pour les Azurés Blancs. Mais après une troisième pénalité réussie, les visiteurs répondent et aplatissent pour la première fois dans cette rencontre. Un essai transformé. Ce sont désormais les Rivesaltais qui mènent 14-16. Grosse tension dans cette rencontre. 34e minute, deux joueurs sablais voient rouge. Navabal et Inoke Naisilisili. Une exclusion côté occitan. Les Azurés Blancs vont donc devoir jouer en infériorité numérique à 13 contre 14 et à un de moins. L'envie de créer l'exploit est bien là. Le RCS signe un ultime essai avant la pause par Justin Zinc. 21-16 à la mi-temps. Ce n'est pas encore suffisant pour valider la montée. 59e minute, essai de pénalité accordé aux Sablais. 28-16. Et à ce moment-là, les hommes de Julien Chastanet et Benjamin Chaupe sont virtuellement en Fédéral 2. Mais voilà, Rivesaltes va revenir sur les talons des Sablais et même doubler les Vendéens grâce à deux essais. Un premier côté gauche, puis un second à l'opposé. L'ultime réalisation de la partie par Bougerolles à la 80e minute ne changera rien. Défait 28-17 au match aller, les Sablais s'imposent 35-30 hier après-midi, insuffisant pour combler le retard au score cumulé. Pour 6 petits points, les Vendéens échouent donc aux portes des 8e de finale, synonyme de montée en Fédéral 2. Plusieurs réactions au micro de Cédric Manet, à commencer par celle évidemment de Julien Chastanet, le coach Sablais, forcément très déçu au coup de sifflet final. C'est dur parce que sur un match on fait notre saison et c'est ça qui est compliqué. On était en position de le gagner, mais jouer à 13 sur tout le match, c'était trop compliqué. C'est un des tournants du match parce que forcément, on en prend deux et ils en prennent un. Il y a eu des propos qui sont plus que limites et c'est pour ça que les joueurs fidjiens ont disjoncté parce que dans le rugby, ça ne doit pas exister. On a déjà eu ce problème-là à l'aller, on l'a au retour. Il y avait un public de fous, un monde de fous. C'est assez impressionnant l'engouement qu'il y a aujourd'hui. Et on a une très grosse équipe de Fédéral 3. Maintenant, à nous de travailler pour passer ce cap-là. Mais on va déjà passer par le deuil de cette défaite. On a quand même fait ce qu'on s'était dit. On a joué pendant 80 minutes. On les a bien bougés. On a essayé d'aller chercher la qualif. Et on était en retard de 11 points. Mais c'est vrai que contre une belle équipe de Rivesaltes, on ne pouvait pas espérer non plus gagner largement avec 2 jours en moins. Mais bon. On ne peut pas dire qu'on n'a pas tout donné dans la bataille. Quand on a vu le tirage, on s'est dit on prend le premier national, ça va être très très difficile. Et finalement on s'est battu avec nos valeurs, on a livré un gros match, un gros combat eux aussi. Et il faut leur tirer un grand coup de chapeau parce que c'est vraiment une très très belle équipe. Au match aller, on avait réduit un petit peu la voilure par rapport au mouvement qu'on voulait mettre. On n'avait pas pu, ils nous avaient fait déjouer beaucoup. Et sur ce match-là, on savait que de toute façon il fallait qu'ils gagnent avec plus de 11 points, qu'ils allaient envoyer du jeu. Donc pour nous, il y aurait des espaces. Et voilà, on avait préparé quelque chose qui a fonctionné. Donc on est très content. Bon, on a quand même perdu ce match-là, mais sur l'ensemble des 2 matchs, on est devant. Donc c'est très bien, on est content.
Voilà une défaite qui marque donc la fin de saison pour le RC Sablé qui sera de nouveau en Fédéral 3 la saison prochaine. En football, clap de fin là aussi sur la saison de D3 féminine. La Roche-ESO disputait son 22e et dernier match de D3 samedi à Saint-André-d'Ornay. Les Ornésiennes ont étrillé la lanterne rouge, victoire 6-0 face à 3 avec cette 12e victoire de la saison. Les joueuses d'Anthony Gauvin en terminent à la 5e place à 3 unités seulement de la 2e place occupée par le Stade Brestois 29. Et puis une pensée aussi pour l'ex-capitaine des Lyonnaises Maureen Cosson. La Noire-Moutrine est allée décrocher ce week-end la montée en D1 Arkema avec le FC Nantes où elle évolue depuis cette saison. Voilà pour les féminines de l'ESO. Place maintenant aux garçons qui se sont aussi illustrés ce week-end. Premier de leur groupe de R1, le groupe de Jérôme Reynon disputait samedi les barrages d'accession en N3 face à la réserve du Mans FC. Très bonne nouvelle, la Roche-ESO retrouvera le N3 l'an prochain. Une montée validée au terme d'un match riche en suspense. Mené 1-0 et en infériorité numérique pendant la dernière demi-heure. Les Ornésiens ont trouvé les ressources pour égaliser à la 93e minute et l'emporter au tir au but. Le SO retrouve donc le championnat de N3 et ce une saison seulement après l'avoir quitté. Et puis une info venue de Régional 1, on l'a appris en fin de semaine, Gaëtan Charbonnier portera les couleurs de Pouzauges la saison prochaine. L'attaquant de 35 ans, notamment passé par Montpellier, Brest ou encore Reims, évoluera sous les ordres de son frère Valentin Charbonnier, entraîneur de l'équipe première pouzaugeaise. Fort de ses 16 saisons chez les pros, Gaëtan Charbonnier sera forcément un atout de taille pour le Pouzauges Bocage FC qui jouera peut-être les premiers rôles l'an prochain en R1. Et puis en football, nous évoquions la fin de saison il y a quelques instants pour deux clubs vendéens. L'ultime rendez-vous était ce week-end, dimanche après-midi au pôle sportif Maxime Bossis à Montaigu-Vendée. La France d'Esnay et le Mareuil SC se retrouvaient en effet pour la finale de la Coupe de Vendée Senior et l'opposition a tourné à l'avantage des Mareuillais, pensionnaires de R1, victoire 2-1. Mareuil sur les 10 remporte ici sa deuxième Coupe de Vendée. Et puis pour conclure la page ballon rond de ce soir, un club soufflait ce week-end de ses 70 bougies. Ce club, c'est le Vendée Poire et Foot. Nous en parlions la semaine dernière avec Rabi Zerwal dans l'entretien 85 chrono. L'esprit était à la fête samedi après-midi au stade de Lidonnière pour célébrer les 70 ans du club qui s'est lancé en 1954 sous le nom de la Jeanne d'Arc du Poiré-sur-Vie. Plusieurs matchs de gala et des animations avaient lieu à partir de 15h. Et puis le gâteau sur la cerise, comme le dit son président Jean-Yves Cugnot, c'est que les Genoux bouclent la saison avec deux superbes résultats. L'équipe 2 monte en Régional 1, l'équipe première accède au National 2. Bref, de nombreux motifs de satisfaction pour le président des Genoux, Jean-Yves Cugnot, qui était interrogé par Alix Lanos. C'est beaucoup d'années. On se rappelle, je viens de croiser justement celui qui a créé le club en 1954, et Léon Letard. Et donc voilà, on a échangé ensemble. Il m'a rappelé voilà, toute la création du club. Et c'est des moments très sympas. On a l'occasion de croiser lors de cette journée toutes les légendes du club qui ont fait le club à différents niveaux, que ce soit des années 50, 60, 70, 80, 90, 2000 et 2014. Nous, on est juste de passage et c'est un moment très festif et très sympa en tout cas. L'humilité, le respect, le plaisir et le travail. Voilà, c'est nos 4 valeurs et elles sont là aujourd'hui. Les gens ont besoin de se retrouver. On a un rôle humain. On a besoin de rassembler les gens qui prennent du plaisir dans le sport. Et c'est un lien social quelque part et ça nous fait très plaisir. Après les pelouses, direction désormais les parquets de Ring-Coquet à La Roche-sur-Yon. Samedi soir, la Vendéenne accueillait Noisy-le-Grand pour la 20e journée de N1 Élite. Et l'Angélemière assistait à un véritable festival offensif avec pas moins de 11 buts. Largement favoris sur le papier, les Rouges et Noirs réalisent une très bonne entame et prennent rapidement les devants avec ce premier but de Dorian Vincent à la 4e minute, parfaitement servi par Boivino. Une minute plus tard, c'est au capitaine des Rouges et Noirs, Nathan Gefflot, d'ouvrir son compteur 2-0. 5e minute, le premier buteur du soir arriva de son doublé. Vincent porte le score à 3-0, 3 buts en 3 minutes et ce n'est que le début. Les Noiséens vont venir court-circuiter l'entame électrique des Lyonnais et réduire la marque. Interception de Tom Mfekani qui récupère et conclut 3-1. 10e minute, les hommes de Marc Salicru reprennent leur marche en avant. Triplé pour Dorian Vincent, venu reprendre ce tir lointain de Povedano. Après 5 buts en 10 minutes, la partie retrouve un rythme plus normal. 4-2 après ce pénalty accordé et converti par Noisy-le-Grand. C'est le score à la pause. 29e, les visiteurs de Seine-Saint-Denis vont revenir à une longueur sur cette reprise de Marc Pujol. Pujol qui va être fautif ici d'une très mauvaise remise directement sur Gefflot qui ne se prive pas pour redonner de l'air aux siens. 5-3 désormais, mais les Lyonnais restent sous la menace des Franciliens au contact.
direct avec ce nouveau but signé d'Acosta. 5-4 au tableau d'affichage. Il faudra même un grand Arnaud Serra dans les cages pour préserver cette avance. Serra qui est auteur ici d'un double arrêt sur ce pénalty de Pujol. L'orage est passé et les Rouges et Noirs vont venir conclure ce festival offensif avec Manuel Mir et Paul Gaucher comme derniers artificiers du soir. La Vendéenne s'impose 7-4 non sans mal face à Noisy-le-Grand. Une soirée riche en enseignements pour le coach lyonnais Marc Salécru. On l'écoute, suivi de son homologue noiséen. Tous les deux répondaient à Cédric Manet. On a mis 3 buts, même après on revient 4-1, donc on était très bien. Puis on a perdu un peu le fil du match, on a commencé à jouer un peu trop individuel, on a perdu un peu le système, on a commencé à faire presque du n'importe quoi. Donc je pense qu'on a permis Noisy de revenir dans le match. Et puis la deuxième mi-temps, c'était un peu le même jeu. Je veux dire, parfois on avait des moments où on arrivait vraiment à bien jouer, d'autres où on était complètement à côté. Je pense qu'on s'est vu un peu trop haut, on s'est cru qu'on allait gagner facilement. Et en face, on a une équipe, n'importe lequel, il faut qu'on les respecte. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enseignement, il est là. Il faut respecter tout le monde. Il faut jouer 50 minutes, il ne faut pas arrêter de jouer. Et la saison, elle se finit le 8 juin, elle ne se finit pas ce soir. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements au niveau individuel et aussi collectif à intégrer ce soir. Malheureusement pour nous, oui, ça se joue à peu de choses. On a les occasions pour revenir au match. Ça aurait été une excellente opération pour nous. Malheureusement, voilà, je pense que en vue du match et sur les derniers instants, sur les 3 dernières minutes, il fallait que ça tombe d'un côté. C'est pas tombé d'une autre. Voilà. Mais maintenant, il faut continuer de travailler et garder la tête dans les objectifs et dans les entraînements pour que le prochain match soit une victoire. Les gars sont des véritables guerriers malgré l'adversité et les résultats qui dernièrement sont pas positifs. J'ai un vestiaire qui reste focus sur nos objectifs, qui baisse pas les bras et c'est à l'image un petit peu des semaines de travail aussi. C'est le contrat qu'on s'est passé et on sortira de cette saison à 100% jusqu'au bout. Et avec ce succès 7-4, la Vendéenne enchaîne une 5e victoire de rang en championnat. Après 20 journées, les Lyonnais préservent leur 2e place et comptent 6 longueurs d'avance sur Dinan-Quévert, 3e. Encore 2 matchs à disputer pour la Vendéenne. Déplacement à Aix ce week-end avant la dernière rencontre. Ce sera à la maison dans 15 jours face à Lyon. Un dernier coup d'œil pour cette saison sur les tableaux de handball. Pouzauges disputait samedi soir sa dernière à domicile face à la réserve du HBC Nantes. Le PVHB s'incline 34-45 et en termine à la 13e et dernière place avec une seule petite victoire en N1 cette saison. Les Pouzaugeais évolueront donc en N2 en septembre. Toute autre ambiance en revanche en National 1 féminine. La Roche Vendée Handball s'est offert un dernier succès à domicile samedi avec la réception de Mérignac. Victoire du RVHB 27-25. Les joueuses d'Ophélie Charbonneau signent un 6e succès consécutif pour boucler une saison remarquable à la 2e place. En ligne de mire, la saison prochaine, le fauteuil de leader et l'objectif monté en D2. Pour la réserve de La Roche, en revanche, la saison se termine par une lourde défaite en amont de la rencontre de l'équipe première. Le RVHB s'incline 41-26 contre Limoges. L'équipe 2 du club boucle ce championnat de N2 en position de lanterne rouge et est rétrogradée en pré-national. Allez, de l'autre côté de l'Atlantique, cap désormais sur la ville qui ne dort jamais. Vous le savez, les skippers de la classe IMOCA sont actuellement sur la côte est des États-Unis en attendant de prendre le départ de la New York Vendée Les Sables. Ce sera mercredi. Avant cela, les 28 skippers se sont retrouvés vendredi pour disputer le Vendée Liberty, une course exhibition sans enjeu sportif. Un parcours d'1 000 nautique avait été balisé dans la baie de Manhattan. Plusieurs sessions organisées par groupe de skippers avec pour chacun l'objectif de réaliser le meilleur chrono. Le meilleur temps est signé Romain Athanasio sur son IMOCA Fortinet Best Western. Prochaine échéance donc dans 48 heures. Les skippers IMOCA s'élanceront pour la New York Vendée Les Sables, un départ qui sera à suivre d'ailleurs en direct sur TV Vendée mercredi soir à partir de 19h30. Avant de passer à la suite, un petit mot de cyclisme. Nous vous en parlions la semaine dernière de ces bons résultats d'Emilien Janière pour le team Total Energy. Le coureur de 25 ans a confirmé et signé sa première victoire chez les professionnels. C'était vendredi sur la première étape des boucles de la Mayenne. À l'issue de ces 4 jours de course, Emilien Janière signe d'ailleurs une belle 5e place au classement général et c'est adjugé le maillot vert, celui de meilleur sprinter. Tout autre sujet, à présent, ce week-end se tenait une compétition peu commune, il faut le dire, à Fontenay-le-Comte, à savoir le championnat de France d'e-trot racing. On parle ici de trottinettes électriques. La discipline est toute récente en France et a été intégrée il y a seulement 2 ans, en 2022, à la Fédération française de moto. C'est donc une grande première en Vendée et pour le circuit fontenaisien de la Michetterie, qui accueillait cette 3e manche des championnats de France. Les organisateurs du motoclub Fontenay étaient d'ailleurs sur ce même plateau de 85 chronos jeudi dernier. Un événement couplé aux épreuves de mini GP, un peu plus connu et qui concerne les jeunes pilotes sur des motos adaptées. Côté trottinette, ici, comme vous le voyez, 3 courses étaient organisées sur la journée de samedi pour les différentes catégories, les monotypes, les lights ou encore celles de la catégorie racing les plus rapides.
Samedi, sur la piste de la Michetterie, la vingtaine de pilotes engagés a parfois tutoyé les 90 voire 100 km/h tout de même, non sans quelques accros et chutes, d'où les protections obligatoires et comparables d'ailleurs à celles que l'on trouve chez les motards. Sachez aussi que sur certains circuits en France, ces trottinettes peuvent atteindre les 150 km/h. Alors parmi les résultats du jour en racing, c'est Thibaut Rey qui s'impose. Le Suisse de 28 ans réalise le meilleur temps cumulé sur l'ensemble des manches. Au micro de Julien Comte, je vous propose plusieurs réactions, à commencer par l'organisation de course et puis quelques mots bien sûr du vainqueur du jour qui s'adjuge la 3e place provisoire au classement du championnat de France. Nous sommes dans la 3e épreuve du championnat de France d'e-trot racing. Donc c'est une catégorie nouvelle introduite en 2022. En 2023, il y a eu 2 épreuves régionales en Île-de-France. Et à la suite de ça, nous avons eu l'honneur que la fédération nous autorise à faire un championnat de France en coactivité avec les mini-OGP en thermique. C'est une demande d'un professionnel de la trottinette. Il y avait beaucoup de clients qui avaient des trottinettes et qui les débridaient et qui les utilisent sur la voie publique. Et il m'a dit, écoute, ce serait bien de les emmener sur circuit pour qu'ils se défoulent sur circuit et pas sur la voie publique. Voilà. Donc c'est de la prévention à la base. C'est une première en Vendée, on est très fiers de les accueillir. Que dire de plus ? C'est que si les trottinettes sont là, c'est parce que les mini-OGP existent. C'est aussi pour dire qu'on veut être dans l'air du temps, prendre conscience qu'il faut aller vers l'électrique puisque c'est au goût du jour. On veut prouver aux riverains, aux fontenaisiens, aux vendéens que si tout le monde y met du sien, on peut arriver aussi à faire des choses. Alors moi à la base je suis motard et une fois j'ai un ami qui est arrivé avec une trotte comme ça, j'ai essayé puis ça a direct été le coup de cœur. Du coup, on a vu qu'il y a des journées circuit, c'était logique, on se retrouve sur circuit pour faire ça. Tout ça sans faire de bruit, sans embêter le monde. Moi, je trouve que la trotte électrique, c'est super, on prend un énorme plaisir sur le circuit et tout, mais quand on est dans les paddocks et que ça se passe bien, c'est le feu. Quand on est à l'atelier entre copains et qu'on travaille pendant des heures, c'est le feu. C'est des moments intenses et de bonheur que j'aimerais que tout le monde puisse traverser en fait. Et du bonheur et de l'intensité, il y en avait aussi sur le visage des karatékas, du moins pour ceux qui ont eu la chance de partager une séance avec le maître italien Alessandro Cardinale. L'idée est venue de l'école lyonnaise de karaté. 3 sessions étaient organisées comme ici samedi à la salle des arts martiaux de La Roche-sur-Yon, mais également du côté de La Ferrière. Alessandro Cardinale, ceinture noire 7e dan, est venu transmettre les connaissances et les techniques du karaté traditionnel aux amateurs de la discipline. Un stage ouvert aux karatékas de tous niveaux et tous âges, dès 9 ans et à partir de la ceinture jaune. Certains sont d'ailleurs venus de très loin pour partager un moment privilégié sur le tatami auprès du maître italien. Alsaciens, bretons, parisiens et bien évidemment nombreux vendéens ont répondu présent. Alessandro Cardinale a notamment été élève du maître japonais Hiroshi Shirai, le père fondateur du karaté traditionnel. Et à la différence du karaté sportif, le karaté traditionnel se concentre lui sur les techniques martiales d'autodéfense, notamment la discipline et le développement personnel. La petite trentaine de karatékas présents samedi matin ont ainsi pu perfectionner leur technique auprès du maître milanais de 59 ans, plusieurs fois champion du monde de karaté-kata en individuel et en équipe. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux justement, Yves-Lise Richard également, et puis bien sûr Alessandro Cardinale complète les réactions recueillies par Julien Comte. Je suis venu rechercher en fait, d'approfondir ma connaissance du karaté au travers d'un grand maître qui a suivi lui-même les maîtres qui ont été envoyés du Japon pour diffuser la culture du karaté en Europe. On a fait venir maître Alessandro Cardinale parce que c'est un enseignant qui a l'habitude de pratiquer, de démontrer son enseignement partout en Europe. Et un de nos professeurs, qui est licencié bien sûr au club, avait suivi un stage dans le sud de la France avec lui. Il a trouvé intéressant de le faire venir. Et nous, on a une pratique à l'école lyonnaise de karaté, c'est de faire vraiment venir les maîtres français. Et là, pour le coup, c'est vraiment la première fois qu'on a un maître international, un maître italien qui vient. On a l'habitude de faire venir les grands maîtres dans notre école. Il y a plusieurs années, j'ai été un élève de maître Shirai, le père fondateur du karaté traditionnel en Italie. Ici en France, beaucoup de karatékas sont intéressés par ce karaté traditionnel. Et c'est pour cela qu'on m'a invité ici et que j'ai répondu positivement à cette invitation. Je vais souvent en Europe, en Suisse, en France, en Allemagne, en Autriche, pour promouvoir et vulgariser le karaté traditionnel.
Je suis très content d'être ici. Ici, tous les participants sont vraiment doués et très intéressés à ce type de karaté. Contrairement au karaté sportif, le karaté traditionnel est très adapté à tous les âges. Il y a beaucoup d'intérêt même de la part des personnes qui ont 30, 40, 50 ou même 60 ans. Ce n'est pas un karaté fait uniquement pour les jeunes de 15, 16 ou 20 ans. Et cet aspect multigénérationnel le rend vraiment très très intéressant. Avant de se quitter, une très bonne nouvelle pour la Vendée et les Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous parlions de l'Italie il y a quelques secondes. Et bien c'est de là qu'est venue cette très bonne nouvelle. Ça y est, Pierre Lecor a validé son billet pour les Jeux Olympiques. Le licencié des Sables Vendée Triathlon s'est qualifié après sa 6e place obtenue sur l'étape de Coupe du Monde organisée ce samedi en Sardaigne à Cagliari. Avec sa 16e place, Léo Bergère devra lui attendre le 5 juin pour savoir s'il fera ou non partie du contingent français de triathlètes à Paris. Voilà pour toute l'actualité de ce lundi 27 mai 2024. Prochain rendez-vous mercredi soir donc avec le départ de la New York Vendée Les Sables dès 19h30 et puis jeudi pour 85 chrono. D'ici là, très belle soirée à toutes et à tous et belle semaine sur TV Vendée.